Elles sont petites, colorées et parcourent sans cesse l'aquarium à la recherche de nourriture. On les décrit comme faciles à maintenir et prolifiques. Découvrons dans cet épisode de la Shrimpédia cette crevette magnifique que l'on conseille aux débutants, la Neocaridina heteropoda. C'est parti! La Neocaridina heteropoda fait partie de la famille des Attiidae. Cette famille se compose d'environ 15 genres, parmi lesquels on retrouve la fameuse Caridina cantonensis, autre star bien connue de nos aquariums. Cette famille regroupe plus de 160 espèces et n'a pas fini de s'agrandir car on en découvre et classifie encore de manière très régulière. Elles sont originaires d'Asie de l'Est avec une répartition assez vaste allant de la péninsule coréenne en passant par la Chine et par le Japon. On les retrouve également au Vietnam ainsi qu'à l'est de la Russie et elles semblent également avoir été naturalisées dans d'autres régions du monde. À l'état naturel, on la retrouve dans les lacs de montagne, les ruisseaux, les mares et parfois même dans les estuaires. Les plages de température dans la nature vont de 0 à 25 degrés et elles tolèrent des paramètres d'eau très larges, ainsi que l'eau soit légèrement acide à légèrement basique, légèrement douce à légèrement dure. Cette variété s'adaptera relativement aisément, ce qui en fait une crevette relativement robuste. Il faut savoir qu'à l'état sauvage, cette crevette déploie une coloration majoritairement transparente, tachetée de brun avec parfois de légères taches de rouge, qui leur permet de se camoufler et d'échapper ainsi aux prédateurs. Évidemment, cette couleur est variable en fonction de l'environnement dans lequel on la retrouve. On en retrouve donc également des vertes ou grises avec une zone transparente plus ou moins marquée. Elles ne sont pas apparues dans nos aquariums par hasard. La première d'entre elles à faire son entrée dans le monde de l'aquariophilie était la fameuse Red Cherry, variété red du genre Neocaridina heteropoda, commercialisée en Europe à partir de 2002 suite au travail de sélection d'un éleveur taïwanais. Avec le temps, de nombreuses autres sélections ont été réalisées et il existe aujourd'hui de nombreux patterns de couleurs différents. Mais il existe également différents grades allant de low à high. Ici, je prends l'exemple d'une carte de grade pour la variété Blue Dream. Et en fonction de ces grades, on retrouve différentes appellations. La Sakura pour une sélection de couleurs intenses et opaques. La Fire pour une sélection de couleurs intenses. Mais également la Rilly qui présente les caractéristiques de la Sakura avec une zone plus ou moins transparente. Les crevettes du genre Neocaridina heteropoda sont disponibles à des prix relativement abordables. Il faut savoir que plus le grade est élevé, plus l'intensité de couleur est élevée, plus le prix sera élevé. C'est aussi expliqué en partie car le travail de sélection pour arriver à une couleur intense et opaque est plus important que le travail de sélection pour arriver à une couleur, je vais dire, plutôt simple et plutôt basique. La crevette est un animal grégaire qui s'épanouit pleinement lorsqu'elle vit en groupe de 10 individus et le mâle se distingue de la femelle par plusieurs critères. Tout d'abord, chez la femelle, l'abdomen est arrondi par rapport au mâle qui a un abdomen plutôt plat. Ensuite, principalement chez la Neocaridina, on peut observer une ligne transversale qui part des yeux jusqu'à la queue sur le dos des femelles matures. Et enfin, on observe sur les variétés qui sont les moins opaques, la poche ovarienne. Cette poche se développe derrière les yeux et une fois les œufs formés et la femelle prête à être fécondée, elle va muer, libérer des phéromones dans l'aquarium qui vont attirer les mâles et une fois que la fécondation a eu lieu, elle va transférer ses œufs sous son abdomen et les incuber pendant une période de 3 à 4 semaines. La reproduction chez les Neocaridina heteropoda est dite dulcacicole, c'est-à-dire que c'est un mode de reproduction spécialisé au terme duquel la femelle va donner naissance à des jeunes crevettes complètement formées et autonomes. Complètement formées, oui, mais elles n'ont pas encore leur couleur définitive. Il faudra attendre quelques semaines de manière à ce que les jeunes grandissent et développent un pattern de couleur plus ou moins intense, ressemblant soit à celui des adultes ou alors ressemblant à d'autres variétés. Les jeunes crevettes sont à peine visibles au début et grandissent en quelques semaines. Il n'y a aucun risque à les laisser avec les parents qui ne s'en préoccupent absolument pas. La seule chose est qu'il va falloir faire attention lors des nourrissages à ce qu'il n'y ait pas de compétition. Dès lors, s'il y a présence de mâles et de femelles dans la colonie, que les conditions sont réunies et qu'elles se plaisent relativement bien dans l'aquarium, ce sont des crevettes qui vont devenir très prolifiques. C'est-à-dire qu'elles vont se reproduire très rapidement et en très grand nombre, avec un taux de survie très important des juvéniles que l'on appelle plus communément les zoés. Mais revenons-en à ces fameux paramètres d'eau. Pour remplir pleinement les conditions de maintenance et de reproduction, il faut que le pH soit compris entre 6 et 8.
À noter qu'il est préférable d'avoir un pH à partir de 7 ou supérieur. La dureté totale, ou plus communément appelée les degrés GH, doivent être compris entre 5 et 15. Dans certains cas, elle peut être supérieure à 20. Si les crevettes se sont acclimatées, ça ne pose aucun problème. Et la dureté carbonatée, autrement dit le KH, doit être comprise entre 1 et 7, mais pour cette dernière, il est préférable de l'avoir à partir de 5. Pourquoi ? Simplement parce que la dureté carbonatée va entrer en jeu et va avoir un lien direct avec l'équilibre et la stabilité du pH de l'eau de l'aquarium. Les plages de température, comme on l'a vu, sont vastes. On peut maintenir des Neocaridina sur une plage de température allant de 15 à 25 degrés. Si la température ambiante de la pièce est correcte, on n'est donc pas obligé d'avoir un chauffage dans l'aquarium. Et enfin, autre point important, les nitrites et l'ammoniac doivent être à 0 ou proche de 0 et les nitrates ne doivent pas dépasser les 10 mg par litre. En effet, comme on a pu le voir dans la vidéo sur le cycle de l'azote, ce sont des éléments qui sont relativement toxiques pour les crevettes et qui peuvent amener à une perte rapide de la colonie. On fera également attention, lorsqu'on choisit l'eau de l'aquarium, à ne pas y incorporer d'eau qui contiendrait des métaux lourds, comme le fer par exemple, car les crevettes sont très sensibles aux métaux lourds et ces métaux vont avoir le même effet que les nitrites, l'ammoniac et les nitrates en décimant les colonies. Un aquarium de 20 litres est suffisant pour maintenir une petite colonie d'invertébrés. Néanmoins, en tant que débutant, on préférera opter pour un bac avec un volume un peu plus important, de manière à ce que celui-ci puisse absorber les éventuelles erreurs de maintenance que l'on peut commettre à ses débuts. La surface au sol doit également être importante. On privilégiera donc un bac qui soit plus large que haut, de manière à ce que les crevettes puissent continuellement fouiller le sol et les éléments de décor à la recherche de nourriture. On intégrera également dans le bac, de préférence, des mousses qui vont contenir des infusoires de la microfaune. Ces infusoires et cette microfaune sont importants car elles sont source de nourriture pour les crevettes, mais sont également très importants pour le développement des petites zoées, car c'est là-dedans qu'elles vont principalement trouver leur nourriture. Un mot sur la cladophora, adorée de nos crevettes, elle n'a aucune action sur les nitrates. Même si c'est une algue et non une plante, elle ne les assimilera pas plus pour autant. Pour cette variété, un sol neutre est suffisant. Il en existe différents types, différentes formes et différentes marques sur le marché. La seule chose à laquelle on fera attention, c'est de ne pas choisir un sol qui contient des métaux lourds, comme notamment du fer ou du cuivre. Si les crevettes passent le plus clair de leur temps à fouiller l'aquarium à la recherche de nourriture, c'est parce que ce sont des détritivores. Si le bac a été correctement cyclé et qu'il est assez âgé, la formation du biofilm sera suffisante pour nourrir les invertébrés lorsqu'on ne leur donne pas de nourriture complémentaire. Néanmoins, il existe différentes formes de nourriture spécialisées dans le commerce, qui feront d'ailleurs l'objet d'une vidéo ultérieure, car il y en a beaucoup et je ne peux pas toutes les citer ici. Il est important d'utiliser ces nourritures et de varier les plaisirs pour les crevettes, car c'est principalement dans la nourriture qu'elles vont trouver l'ensemble des éléments qui vont leur permettre d'évoluer de manière relativement correcte et relativement sainement. Un point important est qu'il faudra veiller à ne pas trop les nourrir et à évacuer l'excédent de nourriture au bout de 24 heures. On l'a vu, elles sont abordables, faciles à maintenir, à reproduire et surtout très robustes. C'est donc une crevette de premier choix si tu désires te lancer dans la maintenance et l'observation des invertébrés. De plus, en choisissant cette variété, tu auras rapidement des reproductions, ce qui te permettra, si tu le désires, te lancer dans un travail de sélection, ce qui est assez sympa quand on débute. De mon côté, je te prépare d'autres vidéos sur ces animaux fascinants et te promets d'essayer de les sortir régulièrement. En effet, c'est pas toujours évident avec mon métier car je travaille à temps plein, mais je te promets de taper sur le clou et de les sortir régulièrement. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, courage pour le confinement, il n'y a plus très longtemps à tenir. Prends soin de toi, surtout, c'est le plus important, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.